Vous êtes sur We Have a Dream et aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer Hernando, frère pure joie, qui va nous parler un petit peu de son parcours assez exceptionnel parce que Hernando a grandi en Colombie et il a vécu beaucoup d'aventures et de mésaventures et jusqu'à devenir moine zen dans le sud de la France. Alors un parcours rocambolesque, il va nous raconter un petit peu tout ça. Ok, donc je suis né en Colombie, dans un tout petit village qui s'appelle Villar, et dans un département qui s'appelle El Valle, ça veut dire la vallée en français. C'est la vallée d'un grand fleuve qui s'appelle le Rio Cauca, qui est donc le fleuve Cauca. Et voilà, je suis né d'une mère de 16 ans. Elle allait avoir 17 ans quand je suis né. Et mon père s'est noyé. Pour commencer, mon père s'est noyé 3 mois avant que je naisse. Et là, ça commence un peu, déjà, ma vie commence à être un peu spéciale. Bon, à cette époque-là, je ne le savais pas, mais quand j'avais 6 mois, ma mère a rencontré un autre jeune homme. Et c'est cet homme qui m'a élevé, pour lequel j'ai un immense respect. Et malgré qu'à l'âge de 8 ans, j'ai appris qu'il n'était pas mon père. J'ai appris la réalité pourquoi je voyais certaines différences entre cet homme, mes frères et moi. Parce qu'en fait, par la suite, ma mère, avec cet homme, ils ont eu 10 enfants de plus. Donc je suis le premier des 11. Et c'est quelque chose en Amérique latine, comme en Afrique, ou tous les pays un peu qu'on appelle entre guillemets les tiers-monde. Quand on est né d'une famille pauvre, c'est quelque chose d'assez spécial. Et donc on a beaucoup de responsabilités parce qu'on est comme le second père. Bon, ça c'est pour le chapitre, juste le début d'une vie. Donc quand j'avais à peu près entre 12 et 16 mois, un de mes oncles et mon grand-père voulaient absolument me récupérer. Ça a commencé par là. Et un jour, ils sont venus dans la maison de ma mère, et ma mère habitait avec mes grands-parents. Et sans crier gare, ils ont pris le petit, ils l'ont kidnappé. Ils l'ont emmené chez eux. Oui, le petit bébé, c'était Hernando à l'époque. Et donc, à ce moment-là, ma famille maternelle entre un petit peu en conflit avec ma famille paternelle parce qu'eux, ils voulaient absolument parce que c'était aussi le fils aîné de la famille, mon père. Et à ce moment-là, c'était quelque chose d'un peu compliqué. Et ma famille maternelle s'est mise en quête, ils sont allés à nouveau, ils m'ont récupéré. Voilà pour le début, tout ça c'est quand même ma mère et mon grand-père qui m'ont raconté ça. Et aussi pour parler encore un petit peu, pour revenir un petit peu en arrière avec l'histoire de mon père qui n'était pas mon père, celui qui m'a élevé. Et je ne comprenais pas aussi pourquoi mes frères ils avaient un nom de famille différent que moi. Et à moi, on m'appelait souvent dans la maison, on m'appelait Hernando, l'unique. Je ne comprenais pas pourquoi aussi. Mais à l'âge de 9 ans, 8, 9 ans, je demandais et on m'a expliqué. On m'a dit, mais oui, mais c'est parce que ton père n'est pas ton père, on ne sait pas comment t'expliquer, mais voilà, ton père est décédé, ou ton père s'est noyé dans une rivière qui s'appelait le Caqueta. Et justement, dans cette rivière, il y a une chose assez extraordinaire, c'est que mon père, on ne l'a jamais retrouvé. Il a disparu dans le fleuve. Je ne sais pas si c'est un grand monstre qui l'a mangé, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a rien trouvé de lui jusqu'à nos jours. Jamais on n'a trouvé ses restes.
c'est une des raisons pour laquelle donc, ma famille voulait me récupérer, parce que la famille du côté de mon père, mes grands-parents, mes oncles, parce que je n'ai 5 oncles et tantes, et des côtés de père, comme j'ai 5 tantes aussi, et deux oncles des côtés de ma mère. Voilà, jusqu'à là, donc, et après, je suis revenu à la maison parce qu'ils m'ont récupéré. Et là, je commence à grandir, mais nous grandissons avec mes frères dans une forêt très dense, dans un département qui s'appelle El Choco, en Colombie. C'est près d'un grand port, un des plus grands ports de Colombie, qui s'appelle Buenaventura. Mais je vivais auprès d'un grand fleuve aussi qui s'appelait El Río San Juan. Et c'est de la forêt, mais vraiment la forêt dense. Hein. C'est un pays tropical et un pays où nous avons des forêts tropicales. C'est comme ça qu'on dit tropical. Et voilà. Et là, donc, mon père, c'est lui qui m'a élevé, a travaillé pour une compagnie qui coupait des arbres. Mais seulement sélectionner les arbres. Hélas, c'était les plus vieux arbres qu'il coupait. Il ne rasait pas la forêt, mais il coupait. Et donc, là, jusqu'à l'âge de 8-9 ans, j'ai grandi dans cette forêt. Après, un petit peu, on est sorti dans un petit village auprès du fleuve. Et pour la première fois, je suis allé de 9 à 12 ans dans une petite école où il y avait des carmélites, des sœurs catholiques, pour apprendre un petit peu des choses rudimentaires de l'éducation. Mais en 3 ans, je n'ai pas pu continuer. J'ai fait seulement 3 ans, mais apparemment j'étais assez avancé. Et en ces 3 ans, j'en ai fait 6 ans, parce qu'à chaque fois, la moitié de ma classe, on m'a passé à la classe supérieure. Mais voilà, c'est ça toutes mes études. J'ai fait seulement ça, et depuis, je ne suis jamais retourné à l'école. Après, je fais des essais quand on vivait un peu dans des villes un petit peu plus grandes. À un moment où on a vécu 2 ans dans une grande ville, et j'ai essayé je travaillais, et j'allais en cours, je me payais des cours nocturnes. Mais je travaillais tellement toute la journée que quand j'arrivais en cours, des fois 15 minutes ou 10 minutes après, je m'endormais en train d'écouter le professeur. Donc j'ai trouvé que c'était une perte de temps, et du coup je n'ai pas étudié. Mais la vie, elle m'a donné, c'est la plus belle école. Voilà, pour moi, j'ai grandi en apprenant chaque jour, chaque instant, les choses, en les vivant vraiment pleinement, parce que je n'avais pas le temps pour rêver, pour penser, pour rien. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment ça la vie. Et je remercie beaucoup la vie, parce que j'ai souvent tendance à me dire que la vie est quelque chose de très fort, et que du moment qu'on est né sur cette planète, on a déjà la place. On n'a plus à se battre pour avoir la place, parce qu'elle est là. On a juste à faire confiance. Voilà. Donc, j'ai vécu des choses terribles. À des moments, je n'avais même pas de quoi manger. Je travaillais dur pour aller demander de la nourriture. Parfois, j'étais même mendiant dans des restaurants pour demander un petit peu de quoi amener à manger à mes frères. Parce que mes parents, malheureusement, très ignorants, très pauvres. Et des fois, le peu d'argent qu'ils gagnaient, souvent un peu irresponsable. L'homme qui m'a élevé, parfois, il buvait plutôt de l'alcool avec l'argent qu'il gagnait. Et nous n'avions pas la nourriture. Mais voilà, j'ai quand même réussi à avoir une confiance dans la vie, et j'aurais pu mal tourner, parce que j'ai rencontré aussi des choses et des hommes et des femmes dans des situations très compliquées et pas toujours très honnêtes. Mais c'est pour ça que je dis que j'ai confiance dans la vie et que j'ai foi dans la vie, parce que j'ai la foi dans la vie, parce que grâce à ça, il y a quelque chose en moi. Je dis souvent, maintenant que j'habite dans le monastère, je dis j'ai des bons ancêtres. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je ne décide jamais rien, et que là où je suis bien, parce que les ancêtres sont avec moi.
parce qu'ils me guident et parce que j'ai la chance de pouvoir les entendre et les suivre. Et donc, je dis que je ne décide pas grand-chose, mais c'est pas que je suis soumis comment dire, au résigné, rien du tout, c'est pas ça du tout. J'ai quand même ma volonté, mais je sais quand même être à l'écoute de ce qu'est la vie. Et à l'âge, donc, pour revenir un petit peu après, pour aller un petit peu plus loin, à l'âge de 18 ans, j'habitais dans une ville assez grande. Et un jour, chez un voisin, je vois la télévision et c'était l'heure des infos. Et à ce moment-là, il y avait une information qui est passée. À cette époque, il y avait beaucoup de guérillas, de narco-guérillas et tout ça en Colombie. Comme tout le monde le sait, il y avait beaucoup de difficultés dans les années 80 avec ça. Et du coup, on passe aux informations que on voit une quinzaine de soldats étendus par terre au bord d'une route. Et il disait, voilà, c'était tout simplement des soldats du génie que les guerrilleros et les narco-guerrilleros ont assassinés lâchement. Et moi, dans mon ignorance, mais dans mon envie de justice, de paix, de tranquillité et de réparer les injustices comme nous croyons ou que nous voulons toujours essayer de faire, parce que nous avons en nous, la majeure partie de nous avons une âme de paix, de tranquillité, mais des fois nous avons l'envie de vengeance par ignorance. On croit qu'avec la vengeance on va arranger les choses, et du coup je suis allé m'engager à l'armée parce que je disais je vais tuer tous ces guerrilleros pour venger mes frères innocents, ces jeunes gens qui étaient tués alors qu'ils réparaient des routes. Et voilà, je suis allé, on m'a engagé et j'ai passé 24 mois à l'armée. Quelque chose de très 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 difficile dans laquelle j'ai eu quelques rencontres aussi avec la guérilla, et si je suis vivant aujourd'hui, ça encore une fois, c'est un miracle. Ma vie est un miracle et je trouve que voilà, c'est pour ça que je dis souvent que je n'ai rien à décider, je n'ai juste qu'à écouter, je n'ai juste qu'à regarder et à vivre. Et malgré tout, tous ces combats, tous ces frères soldats que j'ai vus mourir m'ont quand même fait tourner la tête un peu j'ai perdu un peu contrôle de mon esprit, et j'ai terminé mes derniers 3 mois dans une clinique psychiatrique, dans une clinique militaire à Bogota, dans la capitale de la Colombie. Voilà pour le premier épisode de mon enfance, un peu une petite synthèse très rapide. Voilà. Et ensuite vient la période dans laquelle j'arrive en France ou en Europe après 2 ans de vie difficile à l'armée. Je serai encore un peu sonné sur l'effet des médicaments et tout ça. Et ironie de la chose, j'étais à l'armée contre la guérilla, c'est-à-dire j'étais dans un groupe qui s'appelait spécialement justement Contra-Guerrilleros. Et aussi, donc, on combattait les plantations de cocaïne, des feuilles de coke. Et une chose assez extraordinaire, c'est que quand je sors de l'armée, je suis toujours dans une situation très pauvre. Mes parents, ils ont juste de quoi payer un loyer dans une ville. Il y a quelqu'un qui vient me dire, si tu vas en Europe, pour moi, faire un voyage, je t'offre 2 mois de nourriture pour tes parents et 3 mois aussi de loyer d'avance pour qu'ils ne partent pas de la maison et tout ça. Et quand tu reviens, je te donne aussi $1000. Moi, dans la misère, et encore un peu sonné par les médicaments, pas encore tous mes esprits, comme je n'avais seulement qu'un esprit conscient, c'était pour faire survivre ma famille. Donc, je n'ai pas cherché à comprendre. Et voilà que je me trouve en 3 jours avec un passeport tout neuf, chose que je ne connaissais pas, qu'on devait avoir un passeport pour voyager. Je sais à peine lire et écrire, et je vais avoir à peu près 19, 20, 21 ans. À l'âge de près de 21 ans, je me trouve à l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle. Et là, il y a 2 messieurs en uniforme, très gentiment, qui
quand ils ont vu que j'étais colombien, ils disent « Ah, colombien, c'est super, on a un cadeau pour toi », ils disent. Voilà, on va vous mettre des jolis bracelets. Du coup, voilà, je raconte ça avec beaucoup d'humour aujourd'hui. Et donc, ils m'ont mis des bracelets au poignet. Et ils m'ont dit colombien, cocaïne. Je dis, ah bon? Je dis, mais je ne sais pas ce que c'est ça. Je ne suis pas un trafiquant de drogue. Et eux, ils disaient, oui, oui, trafiquant, trafiquant. Je dis, non, 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 tout le monde n'est pas trafiquant. Et moi, je ne sais pas, je n'ai rien. Je dis, ah bon? Ils m'ont fait passer plein d'examens parce que je ne savais pas. Et c'est là que j'ai appris, à l'époque, il y avait des gens qui venaient en Europe. Ils transportaient de la cocaïne dans le ventre. Ils l'avalaient. Je dis, waouh, comment est-ce possible? Et ils n'ont rien trouvé en moi. Et ils fouillaient, ils fouillaient, ils fouillaient. 2 heures plus tard, des fouilles de tout ce que j'avais. Ils se sont excusés. J'étais dans les locaux de la douane, dans le sous-sol de Charles de Gaulle. Et ils m'ont dit, bon, ben, on s'excuse, vous pouvez repartir. Mais ils n'avaient pas vu qu'il y avait une femme de la douane aussi avec nous, qui avait disparu. Et elle est partie avec un petit sac à dos, que je n'avais pas trop connaissance non plus, ni eux. Ils avaient même oublié. Quand j'étais dans les couloirs avec ma petite valise et que je partais, au bout du couloir, on voit une grande femme qui montrait comme ça. Cocaïne, cocaïne! Waouh! Je dis, comment est-ce possible? Et du coup, là, ma vie a basculé. Parce qu'ils ont quand même trouvé 580 grammes de cocaïne dedans, que je n'étais pas au courant. Et à partir de ce moment-là, ben voilà, on m'a mis en prison. J'ai passé quelques années à Fleury-Mérogis, à Paris. Et ensuite, j'ai terminé. La raison pour laquelle je suis en Dordogne, c'est que j'ai terminé dans le centre de détention de Mouzac. C'est un centre de détention pour les gens enfants de peine, et pour les peines pas trop difficiles. Voilà. Donc là, c'est un parcours jusqu'à là assez, voilà, tout court. Donc en fait, ce qui s'est passé, si je comprends bien, Arnando, c'est qu'en fait, la personne qui t'avait dit d'aller en France, elle avait caché de la cocaïne dans tes bagages, en fait. D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé en prison? Parce que du coup, tu parlais pas français à l'époque. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es adapté, comment t'as fait? Est-ce que tu étais tout seul? Est-ce que il y avait tu t'es fait des amis qui parlaient espagnol? Parce qu'à l'époque, tu parlais que espagnol, j'imagine. Oui, là, c'est le début d'une autre aventure assez... Bon, pour l'instant, je racontais le début de ma vie, c'est toute une aventure, mais je fais une synthèse parce que sinon, on resterait toute une vie. C'est tout un roman, tout un livre à écrire ou à dire. Mais là commence l'aventure aussi parce qu'évidemment, j'arrive, je ne suis pas allé à l'école. Je ne comprenais pas du tout le français. La seule chose que je connaissais en français, c'était Tour de France parce qu'à l'époque, nous avions des grands coureurs cyclistes, dont Lucho Herrera, Fabio Parra, pour tous les grands cyclistes qui connaissent le cyclisme. Ben voilà, on avait 2 équipes, l'équipe Postobon et Café de Colombie. Café de Colombia. Bon, ben, en prison, ben oui, c'est très difficile parce que je suis un jeune homme tout frêle. Je pèse à peine 39 kilos. Je pèse quand j'arrive, j'ai 21 ans. Je suis, voilà, et c'est très difficile. Je ne comprends pas parce que j'ai grandi avec une famille protestante. Et me trouver en prison, pour moi, c'était la fin du monde. C'était quelque chose d'horrible. C'était quelque chose, j'avais commis un grave délit. Et pour moi, c'était pas le délit envers la société, je ne croyais pas ça, mais c'est envers Dieu, envers la vie, envers le respect des humains. Et donc, je dis, ça y est, je suis en enfer. Et comment je vais me faire pardonner? Et donc, pendant les premiers 3 mois, je fais grève de la faim. Je ne mange pas. Je vais mourir. Je suis déprimé. Je ne peux pas vivre. Je dis, c'est pas possible, je n'ai pas digne de continuer à vivre. Et je commence à me culpabiliser. Mais petit à petit, à la fin, on me nourrissait avec du sirop ultravénal. Et petit à petit, j'ai réussi à trouver un sens à nouveau et j'ai recommencé après à manger. Et là, en étant bien très faible, bon, il y avait la prison à Fleury-Mérogis, c'est quand même assez dur. On est enfermé 22 heures sur 24 dans une cellule, parfois à 3 ou à 4 personnes. Et c'est un espace très réduit.
Mais après, petit à petit, quand je retrouvais la santé, j'avais une envie, une soif d'apprendre toujours. Et donc, je commençais à vouloir étudier le français. Et petit à petit, j'ai appris. Et 3 mois après, je commençais déjà à comprendre un peu. Et 6 mois après, je n'avais plus besoin de traducteur. Et donc, à partir de ce moment-là, je commençais à m'intégrer beaucoup mieux. Mais je commençais à voir aussi, parce que je pouvais beaucoup plus parler ou beaucoup être avec les autres, commençais à avoir des difficultés aussi, parce que la prison, c'est quelque chose quand même que ça ne reste pas un jeu d'enfant. Mais ayant grandi dans la Colombie, dans des quartiers difficiles, et en ayant eu aussi à des moments beaucoup de difficultés, je savais à peu près me défendre. Et en prison, finalement, par rapport à ce que j'avais vécu, ce n'était pas pour moi très difficile. Parce qu'en fait, il y a un paradoxe extraordinaire, c'est que je ne me suis jamais senti aussi bien dans ma vie qu'en prison. Je me suis senti libre, parce que tout ce que j'avais vécu dans la vie en Colombie, la violence, le vol, tout ça, j'étais très heureux en prison parce que je pouvais étudier. Parce que j'avais 3 repas par jour, un toit, et j'avais même des gens qui je disais que c'était très gentil parce qu'ils surveillaient pour qu'il ne m'arrive rien. Et j'étais en sécurité en prison. C'est une chose extraordinaire. Mais c'est paradoxal, mais c'est paradoxal. Pour moi, je trouvais la liberté en prison. Et depuis ce jour-là, je commençais à travailler. Après le français, j'ai étudié un petit peu de théâtre aussi, de musique. Et j'ai appris l'histoire française et un petit peu d'histoire de l'humanité, parce que je m'intéressais beaucoup et j'avais la chance d'avoir une télévision dans la cellule. Donc parfois, je restais jusqu'à tard à écouter et voir des émissions scientifiques et tout ça. Et j'ai beaucoup appris. Donc en fait, la prison, ça a été ma première université dans le bon sens. J'ai appris tout. Hein, juste les choses les plus néfastes qui peuvent exister, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment néfastes en prison, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont merveilleux, avec lesquels on peut beaucoup apprendre. Et donc j'ai cette chance que j'ai un esprit curieux et je veux toujours apprendre. Voilà. Donc finalement, c'est difficile, mais pour moi, c'est relatif. Ce n'était pas difficile vraiment. Voilà. Merci beaucoup Hernando pour du coup nous avoir raconté un petit peu ton enfance et puis jusqu'à ton arrivée en France, arrivée plus que difficile. Je pense que ça fait une bonne première partie. On va la prochaine fois, on abordera un petit peu comment ça s'est passé donc en France, comment s'est passée ta vie, parce que je sais que tu t'es marié avant de devenir moine zen. Enfin, il s'est passé plein de trucs, beaucoup d'aventures dans la vie dans la vie d'Hernando. Donc voilà, donc on va se dire à la prochaine fois et merci beaucoup en tout cas Hernando d'avoir accepté de partager ton parcours exceptionnel. Voilà, et à la prochaine. Merci beaucoup à toi et je te souhaite une bonne journée à tout le monde.